Je suis aujourd'hui en compagnie d'Éric Froment, qui est le directeur scientifique du CRA. Qu'est-ce que le CRA, Éric ? Donc le CRA, c'est le Centre Wallon de recherche agronomique. Donc c'est un centre qui effectue des recherches, également des services dans le domaine agricole. Il y a à peu près 440 personnes au CRAW, dont une centaine de scientifiques qui travaillent sur les différents topics en lien avec l'agriculture. Donc pour vous, la durabilité, c'est un sujet au quotidien, ça tombe bien puisqu'on va parler de durabilité. Et qu'est-ce que ça signifie, cette idée, ce concept de durabilité dans votre métier ? Donc, en tant que scientifique, nous sommes bien entendu au service des agriculteurs et du secteur agricole dans son ensemble. Donc, la durabilité, nous, on la voit essentiellement à l'échelle de l'exploitation agricole et également des différentes filières agricoles. Alors, c'est une notion relativement complexe, cette durabilité, qui a évolué en tout cas au cours du temps. Au début, bien entendu, on parle des 3 piliers de la durabilité, l'environnement, le social, l'économie, mais la définition de la durabilité a quelque part avancé un peu avec le temps. On voit apparaître dans la littérature scientifique, par exemple, des notions de résilience, comment les exploitations vont pouvoir passer à travers une crise, qu'elle soit sanitaire, économique ou environnementale. On voit également des notions de responsabilisation par rapport à des services écosystémiques. Vous savez bien que l'agriculture, elle permet de nourrir les gens, mais elle a plein d'autres avantages pour la société, que ce soit de stocker du carbone dans les sols, que ce soit de maintenir la biodiversité, qui est si importante pour notre société. De façonner les paysages. De façonner les paysages également, qui est culturelle, donc notre gastronomie aussi, tout simplement. La qualité de notre alimentation, qui est également une notion qui rentre dans la durabilité. Et bon, le tout n'est pas de produire durablement, c'est aussi de valoriser de manière durable nos productions agricoles. Et donc toute la gouvernance de la chaîne agroalimentaire rentre également dans cette notion de durabilité. On parle parfois d'ailleurs de 4e pilier de la durabilité par rapport à cette gouvernance de la chaîne. Justement, j'allais y venir. Comment intégrez-vous ces 3 piliers, donc, et le 4e, dans votre activité quotidienne ? Alors, au niveau d'abord peut-être des missions de notre unité agriculture et durabilité, donc on essaye d'étudier la durabilité au regard des grands défis sociétaux, donc qui sont le défi climatique, c'est la préservation des ressources, le bien-être animal. Donc, comment les systèmes agricoles peuvent répondre à tout cela. Et l'idée, c'est d'aider les acteurs territoriaux, je dirais, les décideurs politiques dans leurs décisions pour construire une agriculture durable et résiliente. Ça, c'est notre mission. Alors, comment intégrer les aspects de durabilité ? On a 2 pôles au niveau de l'unité. On a tout d'abord un pôle qui s'appelle durabilité et multiperformance. Dans celui-là, on va essayer d'objectiver, de mesurer les performances, la multiperformance économique, environnementale, sociale des différents systèmes agricoles. Pour cela, on a développé un outil qui s'appelle DECIDE, donc qui permet de faire un premier diagnostic de durabilité des exploitations agricoles. Alors, cet outil il était initialement basé sur le pilier environnement essentiellement, et il était basé sur l'analyse de cycle de vie, on pourra en parler, mais c'est important de prendre en compte l'ensemble des impacts environnementaux qui sont liés à l'agriculture, et quelque part direct, tout ce qui est lié à l'activité agricole elle-même, mais également indirect. Si on utilise des engrais, par exemple, pour fertiliser les terres, il a fallu de l'énergie pour construire ces engrais. Donc, c'est de prendre tout en compte. Donc, ça, c'est le principe de cet outil-là, qui permet d'évaluer l'ensemble des gaz à effet de serre liés à la production agricole, également les émissions d'ammoniac et l'utilisation de l'énergie par les exploitations agricoles. Donc, on a déjà intégré... Une vision globale absolue. Alors, c'est une base. Après, on a rajouté d'autres indicateurs qui n'étaient pas basés sur cette ACV, analyse de cycle de vie, qui sont le bilan azoté, parce que quelque part, l'excédent azoté peut aussi générer des problèmes d'environnement, et alors des impacts plus positifs, comme la présence d'infrastructures agroécologiques, par exemple des mares, des haies, qui sont aussi très importantes. Donc, on a mis une évaluation globale de l'environnement. Mais la durabilité, ce n'est pas que l'environnement. Donc il a fallu après ajouter des indicateurs économiques et aussi des indicateurs plus sociaux, en termes de pénibilité du travail, par exemple de l'agriculteur, c'est quand même quelque chose d'important, en termes de perception de son métier, parce que c'est important d'être fier de son métier, d'échange avec la société. Donc, cette fameuse mentalité d'assiéger des agriculteurs. Exactement.
Et donc, ça a permis finalement de développer un indicateur global qu'on appelle la fleur de la durabilité, qui permet de voir, d'approcher la durabilité. Parce que c'est une fleur de la durabilité. Oui. Chaque pétale représente quelque part une dimension environnementale. Enfin, il y a 4 dimensions environnementales, 4 sociales, 4 économiques, mais ça permet d'avoir une première vision, une approche. Alors, la durabilité, elle est tellement complexe, on ne saura jamais la chiffrer complètement. Mais ça permet en tout cas de voir, en comparant par rapport à des exploitations de même typologie, de même acabit, de voir un peu si on est bon sur certains éléments, moins bon sur d'autres. Et une fois qu'on a fait ce bilan, quelque part, c'est de pouvoir, avec son conseiller, avec des gens qui connaissent, définir un plan d'action pour améliorer les choses progressivement. Et on peut définir des normes à partir de là ou des choses comme ça. Alors le politique peut se servir de ça quand il s'agit de légiférer, réglementer. Tout à fait. Ça permet en tout cas d'avoir une vision, pour autant qu'on ait assez de fermes, parce que chaque ferme est unique quand même. Et il y a tellement de il y a plusieurs régions agricoles, les contextes pédoclimatiques sont différents, donc c'est très difficile de comparer des fermes entre elles. Mais en tout cas, l'idée, c'est plutôt que les agriculteurs puissent rentrer dans une démarche positive, d'évolution, et c'est une démarche que nous, on veut volontaire, expressément, donc pas nécessairement rémunérée, pour essayer d'évoluer dans la bonne voie par rapport à l'ensemble de ces critères. Alors j'ai une question qui va venir maintenant à l'inverse de ce qu'on vient de dire, c'est quels sont selon vous les plus grands défis pour rendre l'élevage bovin plus durable à l'échelle de l'Europe. C'est-à-dire que quand on dit que chaque ferme est individuelle et différente, là on doit avoir une vision plus large. Quelles sont les grandes lignes d'après vous ? Alors justement, on a dans notre unité un second pôle de recherche qui vise à étudier l'évolution et l'avenir du secteur agricole. Et dans ce pôle de recherche, on fait des analyses prospectives. C'est-à-dire qu'on va établir des scénarios qui vont permettre de façonner l'avenir de l'agriculture. Et on a fait justement une étude sur les filières bovines à l'horizon 2040. Alors, filière bovine, on mélange la production de lait, la production de viande. C'est exactement la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est fait expressément pour avoir une vision d'ensemble. Et dans le cadre de ce projet de recherche, on a identifié 2 variables clés qui vont avoir beaucoup d'influence sur l'avenir du secteur et dont l'évolution est incertaine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir agir dessus si on le veut. Et ces 2 variables clés, la première, c'est la cohérence entre un citoyen et un consommateur. Quelque part, il faut comprendre que le citoyen a des exigences en termes de bien-être animal, en termes de préservation des ressources. Malheureusement, le consommateur parfois a tendance à choisir ses produits dans les rayons du supermarché uniquement sur base du prix. Du prix, ouais, bien sûr. Et donc là, il est incohérent, quelque part. Être cohérent, ça pourrait être aussi de dire que je veux un produit à bas prix et j'assume. Mais bon, ce n'est pas la situation. Est-ce que vous pensez que ces consommateurs, justement, dans leur cohérence et incohérence, seront de plus en plus exigeants vis-à-vis de la durabilité dans le futur, ou c'est une préoccupation parmi d'autres ? Je pense que ça dépendra un peu du type de consommateur, parce qu'il y a beaucoup de consommateurs différents. Il y a des consommateurs qui sont exigeants, mais qui acceptent aussi de mettre le prix, qui veulent absolument savoir l'origine de la viande, leur empreinte, les pratiques d'élevage derrière. Il y a une partie de consommateurs qui a des souhaits. Et ça représente une proportion, je dirais, conséquente, ou c'est quelques pourcents d'après vous, d'après vos informations, je veux dire, hein. Je n'ai pas directement d'informations sur le secteur. Je pense que ça évolue de manière positive, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal d'informations, de communication, mais malheureusement, ça dépend aussi des zones dans lesquelles on se trouve, je pense. Oui. Dans des zones économiquement plus favorisées ou pas. Exactement. Voilà, ça dépend aussi du moyen. Donc, tout le monde ne peut pas non plus... c'est un choix aussi. Vous savez, c'est vrai que c'est un choix de société. Hein. Quand on regarde en 1960, la part des revenus du ménage qui étaient attribués à l'alimentation était de 30%. Aujourd'hui, on est en dessous de 15%. Oui. Donc voilà, c'est un choix du consommateur qui met la priorité par rapport au budget qu'il dispose sur certains axes. Et qui plus est, dans ces années-là, et encore plus avant-guerre même, la part était plus importante encore parce que c'était encore beaucoup plus cher. Bien sûr. La nourriture, le montant consacré à la nourriture est de moins en moins cher, enfin de moins en moins important parce que la nourriture est de moins en moins chère aussi. On a plusieurs scénarios de consommateurs. Il est cohérent, incohérent, etc., etc. On peut peut-être développer ça. Et en même temps, quelles sont les bonnes pratiques ou ce que vous pourriez conseiller pour réduire l'impact environnemental de l'élevage bovin en fonction des envies des consommateurs, peut-être ?
on sait bien que l'élevage bovin a un certain impact environnemental. Il y a tout d'abord des externalités négatives, comme les émissions de gaz à effet de serre, les excrétions d'azote, par exemple, dans l'environnement. Pas oublier qu'il y a des externalités positives également. On a parlé de la biodiversité, des aspects de ce type-là. Comment limiter l'impact, par exemple limiter les gaz à effet de serre des élevages? Il y a différentes techniques. Les gaz à effet de serre, ils proviennent d'où? Ils proviennent de la fermentation des fibres dans l'estomac des ruminants. Mais c'est un atout énorme que ces ruminants ont, c'est de pouvoir transformer des fibres comme l'herbe ou comme les coproduits en aliments qui sont tout à fait consommables pour l'homme. On ne mange pas d'herbe. Mais d'ailleurs, on parle souvent du soja dans l'alimentation bovine, mais en fait, c'est un coproduit du soja. C'est pas le soja pur. Tout à fait. Ce sont les drèges de soja. C'est le tourteau de soja. Donc le soja, ouais. il est pressé pour extraire l'huile de soja, et il reste un résidu que l'on utilise en alimentation animale. Et donc, il va directement utilisé pour le... Et c'est un des atouts des ruminants. Que ferions-nous de ces tonnes de tourteaux, de ces tonnes de pulpe de betterave, on mange tout du sucre, de ces tonnes de drèches de brasserie, si on n'avait pas les ruminants pour les valoriser, outre peut-être les mettre en biométhanisation. Donc voilà, le ruminant a cette capacité de transformer ces matières premières peu pas consommables par l'homme en aliments de qualité. Mais ça a un coût. Et ce coût, c'est ce système digestif un peu particulier du ruminant qui génère une production de méthane. Et le méthane produit dans le rumen représente une bonne partie de l'empreinte carbone liée à 1 kilo de viande ou 1 litre de lait. Et on ne peut rien faire de ce méthane. On ne peut rien faire de ce méthane, on n'arrive pas à le capter. On peut par contre essayer de le limiter par des techniques d'alimentation, en optimisant également la durée de vie productive des animaux, parce que ça ne sert à rien d'avoir des animaux que l'on garde et qui ne produisent rien, ils vont ruminer, ils vont émettre du méthane. Donc quelque part, il y a des techniques, des élevages assez précis qui ont des âges au premier vélage relativement précoces, des vaches qui vivent plus longtemps. Mais tout cela, on voit que ça va permettre de minimiser ce méthane par rapport aux quantités de produits. Donc voilà, il y a des techniques, aussi la génétique à plus long terme, qui permettra peut-être de limiter cette production de méthane. Donc, génétiquement, on pourra programmer le fait que les bovidés ne rôdent plus? Ne rôdent plus, non, parce qu'il y aura toujours cette fermentation des fibres, qui est, si on ne fermente plus de fibres, on aura... Alors, le ruminant, on perd tout l'atout des ruminants également. Donc non, on pourra le limiter un peu, et en disant que ce qui est intéressant, c'est que ces effets, que ce soit l'alimentation, la gestion du troupeau ou la génétique, sont additifs. Donc quelque part, c'est quelques pourcents à gauche, à droite qui permettront de limiter quand même un peu ce méthane. Mais ce n'est pas le seul gaz à effet de serre. Il y en a aussi le protoxyde d'azote et le méthane qui est émis aussi par les engrais de ferme. Les fumiers, les lisiers, quelque part, ils sont stockés avant d'être repris et épandus sur les terres. Donc les systèmes de stockage, les systèmes d'épandage auront aussi toute leur importance pour limiter les émissions liées à cette gestion des engrais de ferme. Et une autre technique pour limiter l'empreinte aussi, c'est de limiter tout ce qui est intrant. Vous savez, des engrais minéraux, quelque part, on les synthétiser, il faut du gaz, il faut beaucoup d'énergie. Et quelque part, ça, c'est pris aussi en compte dans l'empreinte carbone des productions. Donc, se passer d'engrais minéraux en recyclant, par exemple, des engrais de ferme ou en s'assurant, par exemple, d'avoir des légumineuses sur les terres pour fixer l'azote de l'air, tout ça, ce sont des techniques qui vont permettre de limiter aussi l'empreinte carbone globale, en limitant les intrants. Les engrais minéraux, pour que les choses soient claires pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est le phosphate ou des choses comme ça? C'est par exemple du nitrate d'ammonium, c'est des phosphates aussi, des engrais de fond, mais c'est essentiellement le nitrate d'ammonium qu'on en utilise aussi lorsqu'on n'a pas d'engrais de ferme, justement, par exemple sur les terres de culture pure. D'ailleurs, on pense que la diminution de l'élevage peut poser des problèmes pour l'agriculture, si on a de moins en moins de fumier. Tout à fait. Donc c'est important de garder aussi un équilibre entre les productions animales et les productions végétales. L'animal, donc, il a cette capacité de valoriser des aliments non éligibles pour l'alimentation humaine, mais aussi de produire des engrais de ferme qui vont retourner au sol et qui vont être très bénéfiques pour la fertilité de notre sol. Vous savez, vous apportez des engrais minéraux, on va améliorer l'aspect chimique du sol. Mais si vous apportez du fumier, vous apportez des éléments nutritifs, donc chimiques également, mais vous avez amélioré la fertilité physique du sol et la fertilité biologique du sol. C'est-à-dire, un sol avec du fumier va permettre de mieux retenir l'eau, par exemple, et donc ça va permettre d'adapter les exploitations
aux sécheresses, avec cette fertilisation organique. Ça va permettre aussi de nourrir le sol, d'avoir cette microfaune active dans le sol qui est très importante. Et ça va apporter du carbone, le sol. C'est ça finalement, ça va permettre d'avoir un sol aéré et donc finalement un sol fertile. Et quelque part, ça va permettre d'avoir de bons rendements également au niveau des cultures. Donc c'est cet équilibre production animale, production végétale qui est très important, qu'il faut respecter. Alors, en tenant compte de tout ça, et c'est un sacré programme, quels sont les conseils que l'on pourrait donner, j'irais simplement, aux producteurs qui voudraient s'engager dans une filière bien particulière de durabilité et moins impactante? La première chose que j'aurais tendance à lui dire, c'est d'abord d'évaluer, de mesurer ses performances environnementales. Et donc là, par exemple, réaliser un bilan des sites de durabilité pour voir quelque part comment ils se positionnent par rapport à des fermes similaires à la sienne. Ensuite, une fois qu'on a ce bilan, il faut un peu l'analyser. Donc là, peut-être faire appel à un conseiller pour discuter avec lui des pistes d'action que l'on peut mettre en place. Et puis, mettre en place un plan d'action dans lequel on croit vraiment. Il y a parfois des actions qui peuvent être très bénéfiques dans un cas et qui ne le seront pas dans d'autres. Par exemple, on voit que des exploitations qui sont autonomes, qui produisent leurs propres aliments, ont souvent moins d'impact en termes de gaz à effet de serre que des exploitations qui importent des aliments sur la ferme, qui ne les produisent pas. Maintenant, si l'agriculteur peine en termes de quantité de travail, qu'il n'en sort pas dans le travail quotidien, quelque part, si on lui dit il faut cultiver tes cultures, nourrir le bétail, quelque part, ça va peut-être le pénaliser, ça va peut-être être difficile pour lui et ce sera inconfortable. Donc, il faut pouvoir mettre en place des actions qui sont propres à la ferme et à l'environnement. Il n'y a pas de recette unique, c'est ça que je veux dire. C'est que, quelque part, la piste d'action, il faut les choisir en fonction de la ferme et des souhaits de l'agriculteur. Bien s'adapter. Et à quoi ça ressemblera, d'après vous, l'élevage idéal en Europe dans les 10 ans qui viennent? Alors, pour moi, il n'y aura pas un élevage idéal. De grâce, gardons la diversité. On a des secteurs agricoles, des zones agricoles qui sont très diversifiées. On ne va pas faire le même type d'élevage dans des zones montagneuses que dans des zones de plaine. Donc, quelque part, il faut valoriser au mieux les ressources que l'on dispose. Donc déjà, il n'y aura pas un type d'élevage. Il y aura plusieurs types d'élevage. Bon, plus globalement, je dirais que ce sont des élevages qui devront essayer de satisfaire l'ensemble des parties prenantes, l'agriculteur, mais aussi tous les maillons de la chaîne. Environnementalement parlant, moi je vois des élevages qui sont en tout cas liés au sol. Je pense que c'est important, ce lien avec le sol, cette valorisation de sources de matières premières non éligibles par l'homme et cet équilibre entre l'animal et le végétal dont on a parlé, ça me paraît important. Sur le plan économique, il faut quand même reconnaître qu'il faut des élevages qui soient rémunérateurs, un prix juste pour l'agriculteur et pour l'ensemble des maillons de la filière, une bonne répartition de la plus-value sur l'ensemble de la chaîne. Et alors, idéalement, des exploitations qui restent à taille humaine, qui peuvent être transmises, parce qu'il faut bien penser que le prix de la terre augmente, les élevages s'agrandissent, et de plus en plus, la transmission des fermes n'est pas quelque chose de facile. Il faut savoir que chez nous, en Wallonie, l'âge moyen des éleveurs bovins viande est de 57 ans, et tous n'ont pas un repreneur. Donc voilà, c'est une situation. Et peut-être sur le plan social également, je pense que là, il faut refaire du lien entre le consommateur et l'agriculteur. Il faut essayer de développer cela. Et il faudrait conserver une agriculture familiale dans laquelle l'éleveur finalement a son pouvoir de décision. S'il décide de travailler en qualité différenciée, de faire un produit qu'il a envie de faire, c'est lui qui le décide quelque part et pas avoir. C'est pas imposé par des gros élevages détenus par des entreprises où l'éleveur serait alors à ce moment-là un employé. Non, il faut qu'il puisse continuer à cultiver ce savoir-faire que l'on a depuis des années. Est-ce qu'en termes de durabilité, on ne peut pas dire que le low-cost alimentaire est la première cause de pollution ? C'est une bonne question. Je dirais qu'il faut faire peut-être attention. Parce que même la pollution, ça dépend. Alors là, je vais faire une réponse de scientifique, mais quelque part, on parlait de l'empreinte carbone, c'est un exemple. On peut l'exprimer de deux façons. On peut l'exprimer par kilo de viande ou par kilo de lait. Et là, je dirais que si vous voulez minimiser l'impact, vous avez intérêt à avoir des élevages assez intensifs. Parce que plus vous allez produire de produits, plus vous allez diluer les émissions que vous faites.
Et donc, vous allez encourager une certaine part d'élevage intensif, mais qui auront quand même des impacts sur l'environnement. À côté de ça, on peut exprimer aussi ces émissions par hectare. Et c'est logique, le sol est une ressource finie, l'environnement doit absorber les émissions, donc quelque part c'est très logique de les exprimer aussi par hectare. Et là, si on exprime par hectare, ce sont des exploitations avec une densité animale peut-être un peu moindre, et on va favoriser plus des systèmes plus extensifs. Alors je pousse à l'extrême, mettre une vache sur 5 ou 10 hectares, à ce moment-là, vous n'aurez quasiment plus d'émissions, mais vous n'aurez plus de production non plus. Donc il faut avoir un juste équilibre. On dit 2 vaches à l'hectare, c'est ça? C'est à peu près cela. 2 UGB hectares. Maintenant, on a analysé un peu les données justement de notre logiciel Décide pour voir un peu est-ce qu'il n'y a pas des exploitations qui arrivent quand même à bien performer sur les 2 systèmes d'unités, c'est-à-dire qui sont performantes en termes d'émissions par kilo et par hectare. Et on en a trouvé. Et ces exploitations, ce sont des exploitations souvent qui sont plus autonomes, qui valorisent au maximum les fourrages, et en particulier l'herbe quand elles peuvent, et qui ont une densité animale un peu moindre. Donc ça, ce sont des exploitations qui sont top sur le plan environnemental. Maintenant, et là, la recherche doit continuer à avancer, on doit continuer à collecter des données. Il serait intéressant de mettre là-dessus des indicateurs économiques derrière, voir un peu si la marge bénéficiaire est également prenable. Mais voilà, donc il faut faire attention quand on parle d'impact. Comment en parlons-nous également? Et quand on parle de bien-être animal et de low cost, souvent c'est pas corrélé. Je veux dire, et on revient à l'incohérence du consommateur qui veut du bien-être animal parce que il a raison, voilà, mais qui en même temps est prêt à payer du poulet à 4 € du kilo. On sait qu'on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. C'est important que le consommateur soit vraiment cohérent pour le secteur, parce qu'il doit savoir. Le producteur doit savoir ce qu'il doit produire pour satisfaire le consommateur qui, par son acte d'achat, quelque part, sera lui qui encouragera tel ou tel type d'agriculteur. On est tous responsables par rapport à ça. Hein, le fameux consommateur, en fait. Consommateur, voilà, exactement. On parle d'évolution, de voir à long terme. Est-ce que la notion d'efficience de l'élevage n'est pas quelque chose de fondamental par rapport à la durabilité? Alors certainement. Et cette notion d'efficience, il faut peut-être l'expliquer un petit peu. Souvent, on entend dans le grand public que les élevages de ruminants sont pas efficients. Et c'est vrai que si on regarde, on peut dire il faut 7 kilos d'aliments, grosso modo, pour faire 1 kilo de viande. Donc c'est pas très efficient, rapport 7 pour 1. Maintenant, il faut relativiser. Parce que les ruminants, comme je le disais, sont capables de valoriser des surfaces qui ne sont pas éligibles pour l'alimentation humaine. Ils vont valoriser l'herbe, ils vont valoriser les coproduits également. Les fameux coproduits, en fait, qui sont des produits, qui sont des déchets. Qui sont des déchets, tout à fait. Ce sont des pulls de betterave suite à l'extraction du sucre, ce sont des drèches de brasserie suite à la production de bière. Tout ça, ça fait des masses de coproduits que l'on peut valoriser. Dans l'alimentation animale. Et donc, si on regarde en termes de protéines, parce que souvent on parle en protéines pour la viande, c'est une source de protéines importante, si on regarde par exemple l'efficience nette cette fois-ci, c'est-à-dire la quantité de protéines comestibles que l'animal ingère par rapport à la quantité de protéines comestibles qu'il produit, eh bien là on voit que les élevages à l'herbe, les élevages qui utilisent beaucoup de coproduits, produisent plus de protéines comestibles qu'ils n'en consomment. Et donc ça c'est intéressant. Parce que ça veut dire que l'on arrive à produire des aliments à partir de surfaces qui ne sont pas éligibles. Et donc, quelque part, on tire quelque chose de ces surfaces. Et les prairies, elles sont quelque part obligées, certaines. Ce sont des fonds de vallée qui sont humides, ce sont des prairies en pente qui sont sur sol caillouteux, ce sont des prairies trop éloignées où on ne saurait quand même rien faire d'autre, on ne saurait pas implanter des cultures. Chez nous, c'est le cas essentiellement des prairies, elles ne sont pas cultivables. Et ce fameux rapport protéines consommées, protéines produites, c'est un rapport qui est favorable à tous les bovidés, plus que par exemple pour le poulet. Voilà, tout à fait. Les poulets, les monogastriques utilisent beaucoup plus de céréales dans leur alimentation, 50 à 70% de céréales, et donc ils vont être beaucoup plus en compétition avec l'alimentation humaine, parce que les céréales, nous, on peut les manger. Donc là, le rapport sera moins favorable à ce niveau-là. Et c'est quelque chose d'assez édifiant auquel on pense jamais, en fait. Tout à fait. Et ça, c'est un modèle futur. Et notre type de consommateur cohérent, incohérent, etc., comment est-ce qu'ils peuvent se rendre compte de ça? Comment est-ce qu'on peut leur expliquer, les amener à plus de cohérence? Leur mettre des chiffres? Mettre des chiffres, c'est peut-être compliqué, mais c'est en tout cas leur partager la manière dont on élève les animaux et tous les avantages qu'il y a de l'élevage lié au sol, de l'élevage à l'herbe, par exemple. Je pense qu'il faut communiquer là-dessus et ne pas laisser des idées qui sont
des chiffres qui ne veulent rien dire. Qui ne veulent rien dire, c'est beaucoup dire. On parlait tout à l'heure de la consommation en eau, justement. J'allais y venir, oui. Ben voilà, ce sont des chiffres qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas cohérents. Parce que vous me disiez, donc cette consommation en eau, on peut revenir dessus, ces fameux 15 000 litres d'eau, kilos de bœuf, qui sont absolument pas cohérents. On était, vous me disiez, entre 5 et 10 litres d'eau. Ça dépend un peu, peut-être une cinquantaine de litres par kilo de viande. Il faudrait que je refasse les calculs, mais en tout cas, on n'est pas à 15 000 litres. Vous imaginez 15 mètres cubes pour un animal, ce n'est pas possible. 600 kilos. Il faut revenir aux méthodologies. Hein. C'est parce qu'en fait, c'est une méthodologie qui a été faite pour les industries. C'est le water footprint. On regarde la quantité d'eau qui rentre dans une industrie et la quantité d'eau qui en sort. Quelque part, et on fait un rapport. Et si on l'applique à l'exploitation agricole, l'exploitation agricole, ce sont des terres. Et dans ces terres, sur ces terres, il pleut. Et donc, cette pluie, elle est comptabilisée dans cette méthodologie. Mais il pleuvra toujours, qu'il y ait de l'élevage ou pas. Donc, quelque part, ce chiffre, non, il ne veut strictement rien dire, il n'est pas adapté au système. Dans la notion de durabilité à laquelle on s'attache, j'ai aussi entendu que si les prairies ne sont pas broutées et que l'herbe vient à pourrir, ça va ajouter de la production de gaz à effet de serre aussi. Il y aurait du méthane ou quelque chose qui se dégage par la pourriture de l'herbe. La culture de l'herbe, c'est un art également. Et c'est un art qu'on a aussi au niveau de notre région. Mais c'est vrai que cultiver l'herbe, la récolter au bon stade, ne pas la laisser trop monter, sauf si c'est pour faire de la fauche, c'est important. Et oui, en effet, ça permettra de limiter les émissions de gaz à effet de serre du système global que si on laisse tout à fait pourrir l'herbe sur le sol. Tout à fait. En fait, si on veut parler de durabilité, il faut que l'élevage soit vertueux. Mais pour que l'élevage soit vertueux, il faut qu'il soit d'une taille adaptée à sa région, à son environnement, etc., etc. Voilà. Exactement. Il faut un équilibre dans tout. Que pensez-vous alors de l'engagement européen en faveur d'une production européenne plus durable ? C'est très large parce que l'Europe, elle a mis plusieurs règles en place. Je dirais qu'il y a des règles qui empêchent peut-être l'importation de produits liés à la déforestation. Il y a aussi tout le farm to fork, donc de la fourche à la fourchette, qui vise une Europe neutre en carbone à l'horizon 2050. L'Europe, elle encourage également les pratiques agroécologiques par les aides qu'elle donne aux agriculteurs. Donc voilà, l'Europe a des objectifs et essaie de mettre des cadres réglementaires quelque part. Je dirais que voilà, il y a parfois aussi des choix à faire. Si je prends le cas du Mercosur, donc cette discussion pour voir si on accepte d'importer des viandes au niveau de l'Amérique latine, des viandes qui n'ont pas les mêmes règles nécessairement de production, ils peuvent utiliser peut-être des produits phyto, des antibiotiques qui ne sont pas utilisés chez nous. Donc quelque part, la traçabilité n'est pas non plus la même. Il y a un peu une concurrence déloyale par rapport à nos éleveurs. En tout cas, il faut s'en méfier. À côté de ça, l'Europe, elle a aussi des objectifs économiques. Et quelque part, elle doit répondre à des objectifs agronomiques et économiques. Donc là, il y a parfois des difficultés à faire les choix. C'est la même chose avec la géopolitique actuelle. Hein. Je dirais que, quelque part, où va aller l'argent ? Est-ce que la PAC sera toujours aussi bien subsidiée à l'avenir, avec les défis que l'on a sur d'autres plans ? Or, voilà, ces aides, c'est important pour les agriculteurs au niveau de leurs revenus. C'est ce qui permet d'avoir une alimentation, quelque part, à un prix raisonnable pour le consommateur. C'est ça, il faut bien que le consommateur comprenne que ces aides ne sont pas que pour les agriculteurs. Ah mais non, elles sont aussi pour le prix du morceau de viande dans l'assiette à l'arrivée. C'est la base de la PAC, hein, ça, c'est d'avoir une alimentation qui soit disponible pour tous. Et quelque part, je pense qu'à l'avenir, ce qui est important pour les agriculteurs, c'est un peu d'avoir de stabilité, de savoir par où aller, de faire les choix un peu sur le long terme et de ne pas trop changer d'orientation. Des politiques qui auraient un horizon lointain. Voilà, je pense que ça serait important. Pas l'horizon des prochaines échéances électorales. Et se donner les ambitions. Les moyens de ces ambitions, c'est ça que je veux dire. Oui, les ambitions de ces moyens, c'est sympa aussi, mais c'est une autre histoire. Et quels sont justement les moyens concrets d'informer et d'éduquer les jeunes générations, les millennials, la fameuse Gen Z, etc. Est-ce qu'on peut leur parler? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que, d'après vos études, etc., on peut les cerner déjà? Alors, on n'aborde pas du tout ça au niveau de la recherche. Bon, donc, si je vois bien, c'est la génération 15-45 ans que vous me parlez, grosso modo.
Bon, donc des gens qui ont commencé à vivre avec le numérique, qui ont avancé avec le numérique, je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est pas facile de les motiver. Il faut utiliser leur langage. Je pense que oui, les réseaux sociaux, oui, les vidéos, oui, les influenceurs qui montrent des pratiques durables, qui montrent des fermes, de belles images en termes de pratiques, je pense que c'est important. Mais plus encore, je pense qu'il faut essayer de les impliquer d'une manière ou d'une autre dans le débat, parce que quand on les implique, quand ils rentrent dans le débat, ils se sentent plus concernés, et je pense que ça peut plus aider. Quand on peut expliquer les choses, en fait. Quand on peut expliquer les choses et aussi répondre aux questions, avoir que ce soit des jeux interactifs, il faut essayer de trouver des moyens pour impliquer les personnes dans cette réflexion et qu'ils prennent bien conscience des informations, et puis après qu'ils puissent faire leur choix alimentaire en fonction des informations qu'ils reçoivent, c'est certain, mais des informations correctes, et voilà, il faut essayer de transmettre cela, c'est pas évident. J'ai une dernière question qui est plus personnelle. Dans votre cheminement, vous n'êtes pas né en vous disant quand je serai grand, je serai directeur scientifique du CRAO, c'est pas possible ça. Mais est-ce que quelqu'un dans votre cheminement, il y a un personnage, quelqu'un qui vous a amené à vous poser des questions sur la durabilité et qui vous a amené à prendre cet engagement dans l'évolution de l'agriculture, je dirais? Je dirais que la durabilité est aussi au cœur de la formation que l'on a reçue et par, je dirais, oui, les recherches que l'on fait, les questions que l'on se pose. On est tout à fait convaincu de cette voie qu'il faut suivre. Je dirais que c'est progressivement. Je ne me suis pas dit demain je parle de durabilité. Et vous n'avez pas assisté à une conférence de quelqu'un qui vous a parlé de ça en vous disant mon Dieu, c'est par la formation, les recherches que l'on fait, les échanges, oui, les conférences également, que on se rend compte de tout le potentiel de pratiques plus agroécologiques justement, plus respectueuses de l'environnement, de cet équilibre très difficile à trouver de la durabilité, parce que comme on dit, on ne sait pas de quoi demain est fait, quelle est la prochaine crise. On ne sait pas. On ne peut pas la prévoir. Et effectivement, la durabilité, elle est liée aussi à l'évolution climatique. Et, tout à fait. Et on n'est pas certain de l'évolution climatique, même si on sait qu'il y a une tendance au réchauffement. Tout ça peut évoluer, quoi. Non, on n'est pas certain, mais ici, on sait que les éleveurs doivent absolument trouver des moyens pour s'adapter si on veut continuer à avoir un élevage qui soit durable, justement. Il y a des moyens d'adaptation. Vous savez, les sécheresses, par exemple, on risque d'en avoir de plus en plus. Donc, il y a différentes façons de réagir. Il faut assurer la production fourragère, parce qu'on est encore dans des régions où on rentre le bétail en hiver. Donc, quelque part, il faut pouvoir nourrir ce bétail. Si on a une sécheresse en plein été, les producteurs souvent vont entamer leur réserve hivernale. Alors là, il y a plusieurs solutions. Il y a par exemple le fait de se dire je vais acheter des fourrages, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il faut peut-être décider d'oser vendre du bétail. Donc il y a des choix à faire, on sent bien, et là il faut vraiment encadrer le secteur. C'est vraiment notre mission ici au CRA, c'est de pouvoir réfléchir sur base de données, de chiffres, sur quelles possibilités, quelle évolution possible pour faire face à tout ce qui peut arriver. Une dernière chose, pas préparé, rien. Éric Framont, un mot, une espèce de conclusion par rapport à tout ça. Parce que je sens que vous êtes extrêmement enthousiaste, extrêmement engagé, mais s'il fallait conclure en quelques mots par rapport à la durabilité, c'est quoi ? Évoluons ensemble, c'est vraiment le mot que je veux dire. Essayons de rassembler l'ensemble des parties prenantes autour de ce concept de durabilité. Parlons, échangeons. Je pense que c'est ainsi que l'on pourra faire évoluer les choses. Essayons d'encourager des filières territoriales, des produits locaux. Informons le consommateur. Je dirais qu'il y a une multitude de choses que l'on peut faire, mais en tout cas, c'est certainement pas en restant dans son coin qu'on avancera. Il faut avancer ensemble. Il faut se parler. Voilà. Merci beaucoup.